Tous les deux, toi, ça. Vous, Dave, vous n'êtes pas très sage, vous dormez depuis tout à l'heure, ce qui n'est pas exactement la même J'ai chose. vu que c'était à moi, et puis finalement, je me rends compte que c'était à elle. Ah bah ouais, non mais... Parce qu'elle avait marqué la chanteuse de la semaine, c'est une blague. Ouais, c'est ça, c'est moi l'homophobe. Hein. La Vas-y. chanteuse de la semaine, ça sera l'autre, ça sera pour tout à l'heure, ça sera l'autre. C'est Axel Red qui vient à l'occasion d'un best-of. C'est le premier de sa carrière. Vous entendrez tout à l'heure les belles chansons d'Axel Red. Auparavant, comme on disait tout à l'heure qu'on était un peu dans le Capital, on a envie de savoir pourquoi les maisons de disques sortent autant de... J'ai pas vu le dessin. Pub pour les dames, pub pour Babybel. C'est amusant. On a envie de savoir pourquoi les maisons de disques sortent autant de best-of. Combien ça gagne un best-of? On va voir ça dans un instant et on va remercier Robert Hossein d'être passé nous voir. Merci beaucoup Robert Hossein. Merci à vous. Le business des compiles avec Olivier Frive. Axel Red, déjà 10 ans de carrière, plus de 2 millions d'albums vendus et un premier best-of dans les bacs cette semaine, histoire de faire plaisir à ses fans avec du tube en série. Sans foi ni loi, seul avec mes doutes, je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends. Des fans qui s'étaient un peu moins bousculés pour acheter son dernier album de studio en 2002, y aurait-il un rapport de cause à effet? Non, je crois que c'est pas pour rattraper le coup, c'est juste un nouveau projet qui s'inscrit dans sa carrière suite à voilà, tant d'albums studio et un album live et que en attendant d'avoir suffisamment de temps et peut-être d'inspiration pour écrire un album entier. Pour entretenir la flamme avant le prochain album ou pour rebooster une notoriété en perte de vitesse, le best-of c'est idéal, mais la motivation principale des maisons de disques est ailleurs. Le best-of est un produit vache à lait, clairement. Donc c'est un peu l'arme absolue, quoi. Une arme absolue avec un coût de production et un risque commercial minimum, alors pourquoi se priver? Et depuis le début du mois, on ne se prive pas, une trentaine de best-of sont déjà sortis et ça va bien sûr continuer jusqu'à Noël. Le best-of, tout le monde s'y met, mais alors tout le monde? Et là, c'est même les meilleurs discours d'André Malraux, si. Puis il y a aussi ceux qui rempilent dans la compile. Celui-là, en fait, comme c'est pas le premier best-of, il faut trouver pour effectivement le consommateur quelque chose en plus qu'il n'a pas sur le premier. C'était déjà un double, et bien maintenant, on a de la chance, c'est un triple. Mais le carton du moment, c'est France Gall. La chanteuse aux 20 millions de disques vendus a peaufiné une compilation que l'on s'arrache. Déjà 160 000 exemplaires vendus de son best-of. Enfin, ses best-of. Une version dite long box, une version collector simple. Sur celui-là, en fait, il y a un DVD, parce que le plus du best-of aujourd'hui, c'est d'avoir l'image, et la version simple, qui est vraiment pour les gens qui veulent juste les grandes chansons. Là, il y a un DVD en plus, et là, il y a un CD en plus, lequel je prends. Donc j'ai tendance à faire quoi? Je prends les deux. Tout ça en attendant l'intégrale, l'ensemble de son œuvre en coffret à sortir mardi prochain. Un projet pensé et monté par France Gall. Mais il arrive aussi parfois qu'un artiste ne soit pas du tout consulté et découvre son best-of dans les bacs, ou presque. Marc Lavoine, lorsqu'il a été remercié par BMG et qu'il est arrivé chez Universal, lorsqu'en sortant son album de nouveauté chez Universal, BMG en a profité pour sortir son best-of sans son accord. Des artistes pas toujours consultés, mais aussi des best-of qui se retrouvent parfois dans les bacs pour des raisons qui n'ont pour le coup plus rien à voir du tout avec la musique. Question de comptabilité. Ça peut être l'occasion pour les maisons de disques de se dire, bon ben, on va arriver en fin d'année, on n'a pas fait notre chiffre d'affaires, ça nous arrangerait bien si on trouvait une solution pas chère et qui vende beaucoup. Alors dans un marché en crise, le best-of serait-il une valeur refuge? En tout cas, il se porte bien et reste stable. En 2003, il représentait 20% des ventes totales de l'industrie du disque. Une année pour laquelle le plus gros vendeur de best-of, c'était Jacques Brel. Alors une énième compile du monument disparu? Pas tout à fait. Le plus produit de cette compile, c'était des inédits. Suite à des discussions, des négociations, la famille de Brel a accepté de les ressortir. Et donc il y avait possibilité pour les gens, pour les fans, de pouvoir écouter ces titres. C'est tout de suite plus légitime d'avoir ce genre d'objet. Un objet légitime vendu à 420 000 exemplaires. Mais le champion du best-of, c'est en fait une championne. En 2001, Mylène Farmer sortait sa première compile, résultat plus d'1 million de disques vendus, mais il faut dire que l'autre rouquine de la chanson bénéficie d'un véritable culte, un culte très, anxieux. Il y a un public de fans, il y a une peur de ne pas avoir la série collector et limitée, que ce soit sur un best-of ou un autre album, donc de toute façon ils vont venir et ils vont se l'arracher. Il y a vraiment une peur, je ne vais pas la voir, je ne vais pas être le premier à la voir. Voilà, c'est donc le record à battre pour Axel Red. Allez, vous reprendrez bien une louche de sensualité avant les fêtes.
des chansons d'Axel Red à la fin de l'émission. Axel Red qui a vendu 5 millions d'albums. C'est un carton et qui sort un best-of. Pourquoi? Encore une panne d'inspiration, Axel? Non. Vous allez nous raconter vos pannes d'inspiration tout à La l'heure. maison de disques, justement, effectivement, lorsqu'ils m'ont parlé de best-of, j'ai dit... Je comprends pas, je suis pas morte. Oui, parce que ça fait un peu comme ça. Non, c'est sûr, ça fait facile, au bien, au mauvais moment, comme si l'artiste, à un moment donné, était en panne et tout. Un peu, ouais. Alors je leur ai dit, écoutez, à une seule condition, parce que c'est vrai que c'est mon premier best-of, c'est que ça fait en 11 ans de temps, il y a des artistes qui en sortent tous les 2 ans. Ouais, Dave, il en sort tout le temps. Hein. Dave, c'est en permanence, des best-of. C'est pas moi qui le sors, hein, j'y suis pour rien. Hein. Comment ça? Si je pouvais l'interdire, je le ferais pas, mais on peut pas. Vous avez vendu vos bandes, quoi, déjà. On peut À pas les force de interdire. sortir des best-of, tu les as tous épuisés, tous les bons, quoi. Maintenant, tu vas sortir le sur- worst of, le pire Non, de Dave. ils mettent un titre, ils mettent Vanina sur un, du côté de Soi sur un autre, mais bon, tu peux pas les interdire. Tu le sais, ça. Une fois que tu as vendu tes bandes, peut-être... Vous avez vendu vos bandes à la maison? Non, moi j'ai mes bandes à moi. Donc vous avez autorisé à faire ce best-of? Mais oui, À condition qu'il y ait un inédit. À condition qu'il y ait un inédit, donc. Et qu'il y ait des chansons reprises version soul un peu. C'est-à-dire que au départ, je me disais oui, un best-of, je veux bien, mais avec des nouvelles versions. Mais je sais que moi-même, je suis frustrée quand j'achète un best-of et il n'y a pas les versions d'origine. Exactement. Aussi, pour la même raison, j'ai mis tous les textes, par exemple. Donc, j'ai réenregistré tous les titres. Donc Histoire qu'artistiquement, vous vous y retrouviez. Voilà, mais... je voulais... Et en plus, mais je tiens quand même à préciser autre chose, c'est que, par exemple, j'ai aussi sorti un DVD avec les clips, et j'offre un deuxième DVD je ne suis pas en train de faire la pub, mais c'est pour en venir à mon raisonnement, un deuxième DVD avec un concert. Mais on sent que grosso modo, quand on vous écoute, c'est que commercialement, vous êtes un peu prise au piège de devoir faire tout ça parce que la maison de disques vous le demande, mais qu'artistiquement, vous voulez garder la face. Il y a un peu de ça quand même. Surtout ça. Mais ce que je trouve d'un autre côté, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on vit dans une période où les gens commencent à trouver ça normal qu'on offre des choses. Et ça, je trouve ça c'est l'autre côté de la médaille. Qu'on offre un deuxième DVD, qu'on offre des making-of de clips, que tout ça. Les gens, par exemple, quand mes copains me disaient qu'est-ce que tu es en train de faire, je dis oui, je travaille sur un best-of. Ah oui, et est-ce que tu offres le DVD? Est-ce que tu offres ceci? Ouais, c'est ça maintenant. Et moi, je trouve, mais ça, c'est un autre discours, je trouve que c'est la faute de la télé-réalité. C'est qu'on perd un petit peu le respect pour l'artiste et puis de trop... La télé-réalité, moi je vous ai vu Diams, non, à Starac. Hein. Ouais, moi je suis pas trop d'accord en fait. Tu vois, moi dans mon DVD, c'était un plaisir pour moi de mettre un maximum de choses pour les gens. C'est un plaisir, mais ce que je trouve dommage, en fait. C'est ça, je veux dire, c'est un plaisir. J'ai passé tout mon été à faire ça. C'est vrai que j'aurais préféré passer un peu plus de temps sur ma terrasse, mais le fait que les gens... Vous avez une terrasse. Les gens commencent... Bon, 5 millions de CD. C'est pour marquer aussi. Axel, c'est pour marquer aussi la différence avec le piratage. Non, mais c'est clair, c'est qu'on vit à une période où les gens, ils téléchargent, mais il faut aussi dire pourquoi. Mais ça, c'est tout un autre débat. Alors là, on est un peu trop médias ce soir. Pourquoi est-ce qu'on télécharge? C'est parce qu'effectivement, à un moment donné, on a sorti trop de disques. Les gens ont perdu le respect pour ce qui est artistique, pour les disques. Alors là, on est en plein dans les crises des maisons de disques. Ce que vous décrivez, c'est la crise des maisons de disques. Trop de CD qui sortent, trop de best-of qui sortent. Il y a trop de gens qui... Maisons de disques ont sorti trop de CD où il y a 2 bons titres et le reste, c'est du remplissage. Est-ce que vous, on a failli vous rendre votre contrat comme pas mal d'artistes l'année dernière? Votre nom a circulé parmi les artistes à qui on allait rendre leur contrat. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous fait... Aujourd'hui, la maison de disques vous dit on sort un best-of histoire qu'on se rentabilise un petit peu et qu'on récupère un peu d'argent. Et après, tu feras l'album que tu veux si tu veux, mais d'abord, on a besoin de gagner de l'argent. C'est un peu comme ça que ça se passe? De toute façon, ils ne peuvent pas me forcer à faire quoi que ce soit, parce que ça, c'est dans mon contrat. Mais c'est vrai que je me suis sentie à un moment donné un petit peu piégée dans le sens où je signe avec un label qui a vraiment l'esprit indépendant, c'est-à-dire Virgin. Et à un moment donné, je venais d'un label qui s'appelait BMG. À un moment donné, ils ont même parlé à un moment donné de se faire acheter par BMG. Donc j'ai failli me retrouver chez mon En fait, vous cherchiez un côté côté un peu rebelle, pour que le grand public comprenne, parce qu'autrement on ne comprend pas, mais vous étiez un peu une artiste à part, un truc un peu rebelle. Finalement, et je me suis retrouvée dans quelque chose d'extrêmement commercial. Mais je venais de re-signer avec Virgin juste avant qu'ils soient rachetés par PMI. Mais heureusement, Par une major. Je suis juriste moi-même et puis Vous êtes avocate, vous? Oui. Et j'ai un très bon manager qui est juriste, mon mari aussi. Et bon, donc j'ai signé un bon contrat. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez. On décide de tout. Mais est-ce qu'on a failli vous rendre votre contrat comme pas mal d'artistes? Oui, c'est non, parce qu'on venait de re-signer, donc on ne pouvait pas. Ils ne pouvaient pas, mais ils voulaient le faire. Ils m'ont dit que non. Mais vous ne les avez pas cru?
Je crois que je vendais juste assez pour qu'il... Juste assez. En tout cas, elle est bien parce qu'elle est franche, Axel Red. Parce qu'elle est du Nord. Tous les gens du Nord sont francs. Ah ouais. Il y a une différence culturelle, je pense, que je revendique assez. Ouais. C'est pas d'accord? Je crois qu'on est francs. Donc tellement franche qu'elle parle comme ça, sans hésitation, de chirurgie esthétique, par exemple. J'ai lu ça. Vous dites, la chirurgie esthétique, je suis pour. Combien d'hommes plus sexy à 50 ans que les femmes du même âge? Si la chirurgie esthétique nous aide à devenir l'égal des hommes dans ce domaine, pourquoi pas? Et vous dites que vous avez fait du Botox. Ouais. Maintenant, j'aurais retourné parce que c'est revenu. Qu'est-ce que vous avez... Mais d'abord, qu'est-ce qui fait que vous vous racontez comme ça? C'est vachement sympa pour nous, journalistes, parce qu'on n'a pas... Mais vous y allez, vous avez pas du tout de... Je dis ça surtout parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se font des complexes et puis ils voient les actrices et puis ils se disent mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de rides et moi j'en ai? Et je trouve que... Moi, je compare ça aux femmes qui à l'âge de... Dans les années 50, une femme qui se teignait les cheveux en blond, c'était une fausse blonde et c'était stigmatisé. Et bien aujourd'hui, je trouve que le Botox, je veux dire, les frontières sont toujours... Donc vous le racontez parce que comme ça, vous faites avancer les choses en le racontant. Ça ne veut pas dire que je trouve qu'il faut bien limiter les choses. Je veux dire, moi, je ne suis pas là... Je trouve qu'il n'y a rien de plus affreux que ne pas accepter son âge et d'avoir le visage... Mais vous êtes très jeune, vous avez quel âge, Axel? Vous avez 36 ans, c'est ça? J'ai 36 ans. Mais je trouve que simplement, c'est Et déjà, vous avez fait appel au Botox? Faut que je m'y mette. Ouais, Dave, il en a quasiment le double. Enfin, j'exagère, mais à peine. Pas loin. Juste là, pas loin, parce que sinon, on a le visage. Vous n'avez rien touché d'autre? Non. C'est tout? Non. Les lèvres? De toute façon, non. Du tout? Non. Ah bon, j'aurais dit moi les lèvres, moi. Non. Attends, moi j'ai une manière pour le savoir. Les joues, tu peux essayer. Légèrement dedans. Pour voir si ça explose. Non, moi ce qui m'intéressait, c'est de parler du principe. Ouais. Et je trouve qu'on n'est pas obligé de raconter tout au public, je veux dire. Mais simplement, moi ce que je voulais, je trouve que... Je sais qu'on a quand même parfois un impact sur les gens. Je veux dire, je crois qu'en tant qu'artiste, vous le vivez comme ça, vous, l'artiste, vous vivez avec l'impact sur les gens quand vous vous engagez, par exemple. Oui. Vous avez presque une mission. Je trouve qu'on n'est pas obligé. Parce que honnêtement, aujourd'hui, on commence à retourner la chose, on commence à dire qu'on est obligé de faire des chansons engagées. Non, je crois que ça reste un choix. Je crois qu'un artiste, s'il choisit de faire du pur divertissement et de vouloir rendre les gens heureux parce qu'il les fait sourire, c'est un choix. Merci. C'est le choix de Dave, hein. Lui, il n'est pas du tout, il s'engage pas. Moi, je suis d'accord pour me faire l'UPCC, mais j'ai peur que ça me fasse mal. J'ai failli dire une connerie. Ah oui, moi aussi, je passe. Faire ça. Après, on va encore être traité d'homophobe. Mais c'est bien ce qu'a fait Axel, parce qu'effectivement, les femmes peuvent... Bon, tu vois, quand ton amie Sheila dit « Ah non, moi j'ai rien fait, c'est juste l'éclairage ». Et tu as l'impression qu'elle est à l'avant du TGV. Bon. et effectivement, une femme... Non, mais attends. Une femme du même âge va se dire « Oh là là !» Tu vois, la dame un peu socialement difficile et tout, elle va se dire « Putain, qu'est-ce qu'elle a de la chance et tout, moi avec Méride et tout. » Il va lui dire « Attends, mais pourquoi toi t'es pas comme elle ?» C'est bien, Axel, de raconter tout ça. C'est quoi la suite après le best-of? Vous êtes puisque vous qui avez raconté que vous avez eu 2 pannes d'inspiration, 2 dépressions, vous racontez votre vie de façon vachement touchante. Aujourd'hui, vous êtes en pleine possession de votre créativité. Vous savez que vous allez sortir un nouvel album, ou alors pour l'instant, vous êtes un peu dans un no man's land que vous avez déjà connu? Non, je suis plutôt en période de créativité. Ouais. J'étais En fait, ça fait des années que je dis que je voudrais bien sortir un album en anglais parce que c'est là-dedans que j'ai démarré, et puis mes inspirations musicales. Dans quoi, pardon? Dans le soul? Oui, et puis la langue. La musique soul, elle a été faite en anglais. C'est très étonnant. C'est une chose qui m'a toujours... Je suis content de vous rencontrer parce que vous êtes la seule chanteuse que je connaisse qui fasse du rhythm and blues, mais au sens où moi... je le connaissais, c'est-à-dire c'était une maison de disques qui s'appelait Stax et puis Atlantic, qui était vraiment la soul music, toute l'époque, Otis Redding, etc., tous ces chanteurs dont vous parlez. Je crois que vous avez organisé un festival, et vous êtes la seule chanteuse à chanter comme ça, de cette façon-là, avec ces rythmiques-là, et malgré tout, vous arrivez à être une chanteuse populaire et aimée par les très jeunes. C'est vrai, moi je suis. Mais c'est vrai, je veux dire, je trouve ça une chance quelque part que je fais exactement comme je ressens les choses. Et puis quand à un moment donné, on arrive quand même à avoir un public large, parce que je veux dire, c'est une victoire. Oui, parce que je crois que quelque part dire que tu veux pas un public large, quelque part c'est une hypocrisie. Tu veux faire la musique que tu as envie de faire. Mais toucher le plus grand nombre en même temps, quoi. Oui. Alors, on entendra tout à l'heure vos plus belles chansons, ça sera en fin d'émission. Merci Axel, merci beaucoup. Diams, on va vous libérer là.